Bienvenue sur Analyse du Monde, la chaîne dissidente qui donne des informations peu connues et multithématiques. Bonjour à vous, bienvenue sur Analyse du Monde. Comme d'habitude, si cette vidéo vous plaît, un petit pouce, un abonnement, un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé, éventuellement un petit don, lien dans la description, cela me permet de publier régulièrement. Merci à tous de votre soutien à Analyse du Monde, aussi appelé Réinformation sur le monde sur YouTube. Donc là, c'est le point sur l'Ukraine du 5 août 2023, avec comme titre Offensive ukrainienne, les médias ne cachent plus leur inquiétude. Et oui, cela va de plus en plus mal côté ukrainien. Donc cette vidéo est en 3 parties majeures. On a l'introduction, une petite introduction, les informations générales avec ma conclusion à la fin, et enfin la carte militaire pour savoir ce qu'il se passe dans les grandes lignes sur le terrain. Alors l'introduction, les nouvelles générales du front de cette semaine. Les Russes avancent toujours plus vers Kupiansk, ils sont quasiment aux portes de la ville maintenant. Et leur avancée dans le nord est incrémentale et régulière. Concernant le sud d'Artyomovsk, c'est-à-dire ex-Bakhmut, les Ukrainiens poussent énormément sur 3 fronts. Et les Russes utilisent maintenant beaucoup d'obus à sous-munitions suite à l'utilisation des Ukrainiens. Les forces ukrainiennes ont fait des avancées sur le front de Zaporojie-Donetsk. Bon, c'est pas tout à fait exact, ça devrait être le front Zaporojie-Ugledar. En russe, Vuhledar en ukrainien, mais bon, c'est comme ça. Une grande partie de leur avancée fut anéantie cependant par les Russes qui ont repris le terrain parce qu'à chaque fois, c'est toujours leur même tactique. Les Russes font une retraite stratégique, les Ukrainiens prennent le terrain, évidemment, et dès qu'ils reprennent le terrain, ils se font bombarder. Et les Russes reprennent le terrain, bien évidemment, comme à chaque fois. Voilà. Bon, cela dit, sur toujours le front de Zaporojie-Donetsk, les Ukrainiens ont quand même fait des petites avancées et ils ont gardé certaines petites avancées. Alors c'est très peu, mais bon, c'est toujours ça. Alors pour le front Zaporojie-Donetsk, sur certaines portions, les Russes ont avancé eux, mais moins que les Ukrainiens. Officiellement, les Russes ont été mis en défense active, c'est-à-dire défendre, mais tout en faisant des attaques mineures pour harceler les forces ukrainiennes, mais en avançant vraiment petitement. C'est de la défense tout en harcelant l'ennemi. Comme d'habitude, ces petites avancées-là montrent la détermination ukrainienne, ça on ne peut pas leur enlever. Même s'ils n'atteignent toujours pas la première ligne de défense russe, ils se battent toujours dans la zone grise. Et ça se fait à un coût terrible en soldats ukrainiens ainsi qu'en véhicules blindés et chars. Mais comme d'habitude, encore avec les Ukrainiens, aucun changement de tactique pour changer cet état-là. Alors moi j'ai fait une petite analogie, c'est comme un homme qui veut abattre un mur avec sa tête et continue à cogner jusqu'à ce que mort s'en suive. C'est un peu ça, côté ukrainien. L'Occident et surtout dernièrement les Allemands, qui ont certainement permis une fuite d'un document militaire confidentiel, sont très critiques envers Kiev, qui dénonce sur le fait que les forces ukrainiennes utilisent la tactique soviétique et non celle de l'OTAN, à savoir faire des tirs d'artillerie, épuisant le faible stock d'obus 155 mm otaniens qu'ils avaient encore, et foncer avec les chars et les véhicules en espérant faire une percée. Ça va être difficile si en plus ils n'écoutent pas leur maître. Donc ils commencent à faire leur propre stratégie et ne plus vouloir suivre les stratégies apprises par l'OTAN. Et pourtant à grand renfort de financement, de formation intensive, etc. Mais bon, on verra ça plus tard.
Vladimir Poutine, lors du sommet Afrique-Russie à Saint-Pétersbourg, dit avoir mis hors service, donc ne veut pas dire détruit, depuis le 4 juin 2023, 415 chars ukrainiens, dont la majorité sont des anciens chars, ainsi que 1300 véhicules blindés de tout type. Il a enfin précisé que les forces russes ont fait des avancées notables dans leur offensive du Nord sur une portion de 50 km de long et en faisant une avancée de 4 km dans la profondeur vers le fleuve Oskol. Pour finir l'introduction, il faut savoir que les Ukrainiens s'appuient fortement, pour ne pas dire entièrement, sur le réseau Starlink de SpaceX. En effet, seul le réseau Starlink peut fonctionner malgré le brouillage russe. Ce réseau a été brouillé un moment par les systèmes russes selon l'aveu même d'Elon Musk en octobre 2022, mais apparemment la société SpaceX aurait trouvé une parade qui aurait été tout dernièrement percée par les Russes avec une nouvelle antenne mobile donnée à certains soldats sur le front. Donc c'est l'éternelle bataille entre l'épée et le bouclier. Bon, nous verrons bien. Les informations générales. Alors le 3 août, près du port russe de Novosibirsk, à l'ouest de la Crimée, 3 drones navals ukrainiens ont attaqué. 2 ont été détruits et un a pu passer inaperçu, causant de graves dommages au bateau de guerre de débarquement russe, le Olenogorsky Gorniak. Ce dernier étant proche du port, il a pu être pris en charge avant de couler et il est en réparation. On ne sait pas si les drones sont partis de l'oblast d'Odessa ou de Roumanie. C'est quand même une demi-victoire pour l'Ukraine car les réparations seront longues même si le bateau a été sauvé. Donc là on va voir une petite vidéo qui va vous montrer le drone naval en train de percuter le vaisseau russe. Le 4 août, un pétrolier russe a été endommagé par un drone naval ukrainien de fabrication anglaise au large de la Crimée. Alors plus exactement au large sud-ouest de la Crimée. Il a été remorqué pour réparation. Donc comme vous pouvez le voir, les Ukrainiens sont en train de faire un harcèlement de drones navals côté russe, hein. Bon. Là, il s'était calmé à un moment donné, ça revient. Alors petite info, les drones navals envoyés par les Ukrainiens sont tous, pour l'instant, de fabrication anglaise. Toujours. Alors aussi, la grande armée russe au nord de l'Ukraine de plus de 100 000 hommes est toujours en préparation et n'est toujours pas lancée à l'attaque. Pourquoi? Alors je ne sais pas, bien sûr, mais voici mon avis. On pourrait se poser les questions suivantes. Attente d'équipement manquant? De munitions manquantes? Placement des troupes à faire? Plan à peaufiner pour que toutes les troupes agissent parfaitement de concert? Pourquoi les Russes ne bougent donc pas? Eh bien, moi je pense qu'ils continuent la stratégie décidée par le général Sourovikine il y a un an, à savoir appliquer sur tout le front la guerre d'attrition qui a été officiellement nommée par les Russes l'opération hachoir à viande, mot qui a été inventé par Prigojine. Je pense que les Russes continuent cette guerre d'attrition en défendant au maximum tout ça pour épuiser l'ennemi jusqu'au bout, en ayant le minimum de pertes et en faisant un maximum de pertes à l'ennemi ukrainien, qui se conduit exactement comme les Russes le veulent. Kiev, prisonnier de sa communication pour montrer que ses troupes avancent, et des pressions des États-Unis bien sûr, est très prédictible dans ses actions, car ils doivent toujours montrer qu'ils avancent, pour montrer qu'ils existent encore aux yeux des médias occidentaux. Donc ils doivent toujours montrer des avancées. Et oui.
Alors, les pertes ukrainiennes selon Shoigu pour le mois de juillet. Donc, on va regarder un petit article ensemble. Alors, voici un article de MSN. Que dit-il? Perte dévastatrice de l'Ukraine. De nombreux chars allemands détruits. Ça, c'est MSN, c'est l'Occident qui annonce cela. C'est un article d'Olivia Brown. Même près de 18 mois après le début de l'invasion russe, on ne sait pas vraiment à quel point le nombre de morts dans les rangs de l'armée est horrible. L'Ukraine et la Russie publient des chiffres presque exclusivement sur les pertes présumées de l'ennemi. Lundi 31 juillet, le ministre russe de la Défense Sergei Shoigu a également fait exactement cela, comme le rapporte le site d'information allemand Merkur. Contrairement à l'état-major ukrainien, la Russie ne publie pas de telles informations quotidiennement ou sous forme de chiffres clairs. Pour cette raison, les nouvelles données du Kremlin sont remarquables. Selon un rapport de l'agence d'État TASS, Shoigu a déclaré que l'ennemi avait perdu exactement 20 824 soldats. Alors perdu, c'est perdu, hein, mort, ainsi que 2227 équipements d'armement le mois dernier, probablement en juillet. Ces 2227 pertes matérielles comprennent 10 chars Léopard, 11 Bradley américains, 40 systèmes d'artillerie M777 des États-Unis et 50 pièces d'artillerie automotrice de Grande-Bretagne, des États-Unis, d'Allemagne, de France et de Pologne. Selon TASS, Shoigu avait déjà cité le 11 juillet le chiffre de 26 000 soldats ukrainiens neutralisés ou tués depuis le début de la contre-offensive début juin. Voilà. Bon, alors maintenant, si vous avez suivi les nouvelles ces derniers temps, vous avez eu un entretien entre Loukachenko et Vladimir Poutine à Saint-Pétersbourg. Loukachenko avait cité le nombre de 26 000 soldats ukrainiens tués. Vladimir Poutine l'avait repris en disant non, maintenant les chiffres sont plus élevés. Peut-être dans les 30 000 soldats tués en réalité maintenant, ou neutralisés, c'est-à-dire ou gravement blessés. Voilà pour ce qu'a dit Shoigu. Le Wall Street Journal nous apprend que Zelensky veut envoyer des essaims de drones sur Moscou. À noter qu'il n'y a aucun objectif militaire, mais juste de faire des actes de terreur envers les Russes, officiellement. Mais alors, si Kiev annonce officiellement qu'ils font des frappes de terreur, et que ce sont leurs objectifs, puisqu'ils n'arrivent pas à avancer sur le front, bref, des actes en réalité désespérés. Donc, des actes de terreur sont bien des actes terroristes. Donc, Kiev, par conséquent, admet officiellement qu'ils sont des terroristes. La logique pure, hein, on est d'accord. TASS rapporte qu'une mutinerie ou désertion importante arrive sur le front de Zaporojye, côté ukrainien. TASS étant pro-russe, je ne peux pas confirmer ce fait, mais c'est la première fois qu'ils en parlent. Et c'est tout à fait plausible, étant donné le nombre de rapports que je lis qui confirment cela. Rapports Telegram. Il y en a des dizaines et des dizaines, hein, ça tombe en cascade. Bon, ça, je vous le dis aussi depuis de nombreux mois, hein. C'est tellement pas une surprise que le New York Times et le Washington Post en ont déjà parlé. Certes, ils en ont parlé qu'une fois et j'avais repris les articles dans mes points sur l'Ukraine. Donc c'est extrêmement rare quand ils en parlent. Mais voilà, c'est déjà arrivé à maintes reprises. Donc en fait, c'est pas du tout une surprise, hein. Voilà. Donc bien sûr, là, on parle sur le front de Zaporojye, mais bien sûr, ça arrive sur le front entier. Hein, c'est pas que à Zaporojye qu'il y a des désertions d'Ukrainiens, bien évidemment. La terrible information sur le nombre d'Ukrainiens ayant été amputés qui en dit long sur l'état réel de l'armée ukrainienne. N'oublions pas qu'un soldat gravement blessé demande beaucoup plus de ressources qu'un soldat mort. C'est un constat pragmatique et cynique, mais c'est la réalité. Voyons un article ensemble. Voici un article de Yahoo News. Les amputations en Ukraine sont aussi répandues que dans les tranchées de la Première Guerre mondiale en raison de l'utilisation intensive des mines et de l'artillerie par la Russie. Rapport. Alors là, vous voyez une image d'un Ukrainien évidemment amputé.
On estime qu'entre 20 000 et 50 000 Ukrainiens ont été amputés lors de l'invasion. Bon, là, vous voyez que la fourchette est très large, hein. Ce sont des niveaux jamais vus depuis la Première Guerre mondiale selon le Wall Street Journal. La réhabilitation des amputés peut être coûteuse pour les civils qui comptent souvent sur des organisations caritatives pour les aider. Le nombre de personnes en Ukraine nécessitant des amputations depuis l'invasion de la Russie a atteint des niveaux jamais vus depuis la Première Guerre mondiale selon le Wall Street Journal. L'utilisation massive de missiles et d'artillerie par la Russie, ainsi que son déploiement de mines multicouches sur la ligne de front de 600 miles dans l'Est et le sud de l'Ukraine, a entraîné une augmentation spectaculaire du nombre de blessés graves selon le rapport. Alors, sur la ligne de front de 600 miles, c'est-à-dire environ 900 km de long. Avant la guerre, l'Ukraine avait plusieurs milliers d'amputations par an. Ce chiffre est passé à environ 50 000 depuis le début de la guerre, il y a 17 mois, a indiqué le journal. Il a cité des chiffres de l'association caritative Hoop Foundation, basée à Kiev, qui a estimé qu'environ 200 000 Ukrainiens ont été grièvement blessés pendant la guerre, et généralement environ 10% des blessures graves impliquent une amputation. C'est énorme, hein. 200 000 Ukrainiens grièvement blessés. La publication a indiqué que le chiffre pourrait être beaucoup plus élevé, car de nombreuses amputations ne sont enregistrées que des mois après que le patient a subi la procédure. Pendant la Première Guerre mondiale de 14-18, environ 41 000 Britanniques ont dû être amputés et environ 67 000 Allemands ont été amputés, note la publication. Mon grand-père a fondé notre entreprise en 1919 pour aider les soldats allemands revenant de la Première Guerre mondiale blessés par des tirs d'artillerie qui ont perdu leurs bras, leurs jambes ou leur vue. C'est exactement ce que nous voyons en Ukraine, a déclaré Hans-Georg Nader, président d'Autobock, le plus grand fabricant de prothèses au monde, a déclaré le Wall Street Journal. Le Wall Street Journal a ajouté que si le personnel militaire nécessitant des amputations reçoit 20 000 $ du gouvernement, les civils ont souvent du mal à payer la procédure et beaucoup dépendent d'organisations caritatives. Il a déclaré qu'il y avait une longue liste d'attente pour les membres prothétiques dans de nombreux domaines. Alors nous voyons là encore plus clairement le prix que paye l'Ukraine pour la croisade américaine contre la Russie. Ukraine qui avait une bonne relation avec la Russie avant que le coup d'État américain à Kiev en 2014 arrive. Sans compter le côté humain, puisque les Ukrainiens, peuple frère avec la Russie, est maintenant en russophobie suite à l'intense propagande médiatique occidentale. Et voilà. Confirmation de ce que je vous avais dit la semaine dernière selon mes sources sur les discussions secrètes entre les États-Unis et la Russie concernant le sort de l'Ukraine. Voyons cet article du Moscow Times, journal d'opposition au Kremlin à Moscou. Alors voici l'article du Moscow Times. Donc le titre, un ancien responsable américain partage les détails de la diplomatie secrète Track 1.5 avec Moscou. Track, c'est la piste 1.5, hein, ça veut dire, avec Moscou. Bon, on va pas lire tout l'article, mais juste une partie, le plus intéressant. Des pourparlers diplomatiques secrets sont en cours entre d'anciens responsables américains de la sécurité nationale et des membres de haut rang du Kremlin, a confirmé au Moscow Times un ancien responsable américain directement impliqué dans les pourparlers. Plus tôt ce mois-ci, NBC a signalé pour la première fois l'existence de ces discussions en coulisses qui impliquent d'anciens responsables américains s'engageant dans des échanges discrets avec le Kremlin, ainsi qu'une rencontre avec le ministre des Affaires étrangères Sergueï Lavrov dans le but de jeter les bases de négociation pour mettre fin à la guerre. Connue sous le nom de diplomatie de piste 1.5, ces discussions secrètes permettent aux deux parties de comprendre les lignes rouges de l'autre et d'atténuer les conflits potentiels servant de lien crucial entre les négociations gouvernementales officielles, diplomatie de piste 1, et les dialogues d'experts non officiels. Voilà. Bon, c'est pour vous dire qu'il y a bien des négociations secrètes.
comme il y en a déjà eu dans le passé, avec Jack Sullivan, donc le chef de la CIA, et son homologue du FSB côté russe. C'est pas la première fois et ça a été médiatisé d'ailleurs. Pendant 3 jours, du 28 juillet au 30 juillet, une grande partie de l'Ukraine a perdu Internet, ce qui a causé d'immenses problèmes à la population, mais aussi et surtout aux militaires ukrainiens. Est-ce que le réseau Starlink a été attaqué? Il est trop tôt pour le dire, mais c'est possible. Voyons ces articles. Un article du Yahoo News d'abord. Elon Musk a empêché l'armée ukrainienne d'utiliser Starlink pour une opération militaire. Ça date du 1er août. Le milliardaire américain Elon Musk aurait restreint son accès Internet Starlink à plusieurs reprises en Ukraine, ce qui a affecté la stratégie du champ de bataille de Kiev. L'homme le plus riche du monde a rejeté la demande de l'armée ukrainienne d'activer Starlink près de la Crimée, le territoire sous contrôle russe, pendant la guerre en cours avec la Russie, a rapporté le New York Times citant des personnes proches de la situation. Le PDG de Tesla fournit le service Starlink à l'Ukraine depuis fin février 2022, quelques jours seulement après que le président russe Vladimir Poutine a lancé son invasion non provoquée. Vous voyez? L'invasion non provoquée, il faut que le média l'insiste. Je vous l'ai dit déjà, ce genre de choses qui est typique. Donc le menteur doit mentir. Donc invasion non provoquée. Et qu'une cyberattaque a détruit l'Internet du pays. Voilà, donc ça c'était donc l'année dernière. Starlink de SpaceX constitue la majorité des satellites en orbite autour de la Terre avec plus de 4000 d'entre eux en orbite terrestre basse. L'emprise unilatérale de M. Musk sur sa technologie Internet par satellite, qui est un élément essentiel des communications de l'Ukraine depuis la guerre, a suscité des inquiétudes parmi les responsables selon le rapport. En février de cette année, SpaceX a annoncé qu'il avait pris des mesures pour empêcher l'armée ukrainienne d'utiliser le service Internet par satellite Starlink pour contrôler les drones dans la région. Suite à l'annonce, le conseiller présidentiel ukrainien Mikhailo Podolyak a déclaré que SpaceX devait choisir son camp dans la guerre contre la Russie. Les autorités ukrainiennes, inquiètes d'une dépendance excessive à l'égard d'une technologie à source unique, ont eu des entretiens avec d'autres fournisseurs d'accès Internet par satellite, mais ils n'ont reconnu aucun rival de la portée de Starlink. Starlink est en effet le sang de toute notre infrastructure de communication maintenant, a déclaré Mikhailo Fedorov, ministre ukrainien du numérique au New York Times. La technologie, a-t-il dit, a permis aux équipes d'artillerie, aux commandants et aux pilotes de regarder simultanément des images de drones tout en discutant en ligne. Selon les soldats, les temps de réponse entre trouver une cible et la toucher a été réduit à environ 1 minute contre près de 20 minutes avant. Le grand nombre de vies que Starlink a aidé à sauver peut être mesuré par milliers, a ajouté M. Fedorov. C'est l'un des éléments fondamentaux de notre succès. M. Musk a également demandé l'année dernière aux États-Unis de financer leur service Internet vers l'Ukraine, car il ne pouvait pas poursuivre l'arrangement. La société a estimé le coût à près de 400 millions de dollars sur 12 mois, selon une lettre de SpaceX rapportée par CNN. Environ 1300 terminaux Starlink achetés par l'intermédiaire d'un fournisseur britannique ont cessé de fonctionner l'année dernière après que le gouvernement ukrainien n'a pas pu payer les frais mensuels de 2500 dollars pour chacun selon le rapport. Pendant ce temps, le secrétaire à la Défense Lloyd Austin a approuvé en juin au Pentagone un accord pour acheter 400 à 500 nouveaux terminaux et services Starlink qui donneraient au Pentagone le contrôle de l'environnement où le signal Internet fonctionnerait à l'intérieur de l'Ukraine pour que de nouveaux appareils réalisent des capacités clés et certaines missions. Alors Lloyd Austin fait ça pour être indépendant de Starlink. C'est ça que ça veut dire. C'est-à-dire pour que voilà, ces nouveaux petits satellites achetés par le département de la défense américain ne soient plus dépendants d'Elon Musk. Voilà ce que ça veut dire. Là, on a un autre article vraiment très intéressant qui date du 19 avril de Ukrainska Pravda, qui est un des journaux principaux en Ukraine.
Le Kremlin utilise une arme secrète contre Starlink en Ukraine. La Russie a sorti une arme secrète pour détruire le satellite SpaceX Starlink en Ukraine. La Russie tente de bloquer l'accès des troupes ukrainiennes à Internet via la communication par satellite Starlink. Source, cet article vient du Washington Post, en référence à un rapport classifié du renseignement américain. Donc c'est ce journal ukrainien qui reprend un article du Washington Post, et le Washington Post lui-même reprend un rapport classifié du renseignement américain. Voilà, comme ça tout le monde a compris. Selon les informations du Washington Post, Moscou expérimente depuis des mois ses systèmes de guerre électronique Tobol dans le but de perturber les transmissions de Starlink en Ukraine. Alors bon, pour ceux qui me suivent vraiment, les fans, il y a quelques mois de ça, j'avais fait un spécial armement russe de brouillage électronique satellite. Et je vous avais longuement parlé du système Tobol, que c'était un énorme système russe. Hein. Les Russes sont les meilleurs dans le système, mais ce sont surtout les seuls au monde à avoir un système massif sur toute la Russie de brouillage de satellites ennemis. Et ça s'appelle le projet Tobol. C'est un projet qui a plusieurs décennies. Il n'y a que les Russes qui font ça, mais ils le font à grande échelle. Et en fait, ils ont tellement investi dedans que maintenant, même les journaux occidentaux en parlent. Encore une fois, je vous en ai déjà parlé dans une vidéo spéciale où je vous ai montré les photos et je vous avais expliqué techniquement ce que c'était le système Tobol, qui est un système assez complexe et massif. Je continue. Selon les conclusions, il est noté qu'un programme ostensiblement conçu pour protéger les satellites du Kremlin peut être utilisé à la place pour attaquer ceux utilisés par ses adversaires. SpaceX, la société propriétaire de Starlink, a refusé de commenter. Au printemps dernier, Musk a brièvement évoqué les tentatives du Kremlin de cibler la technologie, écrivant sur Twitter en mai que si Starlink avait démontré sa résilience face à de telles tentatives de brouillage et piratage, les Russes semblaient intensifier leurs efforts. Konstantin Zoura, porte-parole du ministère ukrainien de la Défense, a déclaré que les responsables à Kiev sont conscients des efforts de la Russie et prennent des mesures pour les neutraliser. L'ambassade de Russie à Washington n'a pas répondu à une demande de commentaire. Le Washington Post a rappelé que Starlink s'est avéré vital pour l'armée ukrainienne, qui s'appuie sur les petits terminaux portables pour communiquer sur les champs de bataille et relayer les renseignements. Les forces russes ont réussi à désactiver la capacité d'utiliser d'autres équipements de communication, y compris les radios et les téléphones portables. Mais les signaux satellites sont plus difficiles à perturber. En gros, ce que ça veut dire, c'est que les Ukrainiens ne peuvent compter que sur le réseau Starlink sur le front afin de pouvoir communiquer. On ne sait pas si les pannes de Starlink qui ont été signalées en Ukraine étaient les résultats des expériences russes de Tobol ou d'autres capacités de brouillage utilisées par les forces russes, telles que le système Tirada 2 monté sur camion. Alors ça c'est pareil, le Tirada 2, je vous en avais parlé longuement dans une précédente vidéo qui certes remonte à plusieurs mois. Les troupes ukrainiennes ont déclaré avoir subi des perturbations en octobre, alors qu'elles se dirigeaient vers les positions russes lors de contre-offensives réussies dans le sud et l'est. Les responsables ukrainiens ont suggéré à l'époque que SpaceX avait restreint l'accès Internet dans ces zones pour empêcher les Russes d'utiliser le service. Les analystes ont identifié au moins 7 complexes Tobol en Russie, tous situés à côté d'installations utilisées pour suivre les satellites. Bien que le positionnement par la Russie des complexes de Tobol à travers le pays puisse suggérer qu'ils sont utilisés à des fins défensives, les 3 sites divulgués dans l'évaluation du renseignement américain, un en dehors de Moscou, un près de la Crimée et un autre dans l'enclave russe occidentale de Kaliningrad, sont les plus proches. Installation à l'Ukraine les rendant aptes à une opération offensive. Vous voyez ? Donc c'est extrêmement intéressant. Donc entre Elon Musk, qui est pas très chaud pour aider l'Ukraine, il ne fait que le minimum, et les systèmes Tobol et Tirada 2
russe de brouillage de satellites, eh bien, évidemment, les Ukrainiens ont ont de plus en plus d'inquiétudes quant à leur communication. Donc là, très vite, hein, je ne vais pas tout vous lire là, c'est le grand journal des Independent, pour vous montrer quand même un journal occidental qui parle de ce qu'a fait Elon Musk. Donc c'était il y a 4 jours. Elon Musk a empêché l'armée ukrainienne d'utiliser Starlink pour une opération militaire. Musk a refusé à l'armée ukrainienne l'accès à Starlink en Crimée, selon un rapport. Alors, juste pour vous dire que Elon Musk a fait ça, c'est pour éviter une escalade militaire entre les États-Unis et la Russie. Voilà pourquoi il a fait ça. Je ne vais pas tout vous lire parce que c'était juste pour vous montrer que c'est repris quand même dans certains journaux anglo-saxons. Évidemment, vous ne verrez absolument pas ça dans un journal, on va dire, européen. Tout du moins, moi, je n'ai pas vu. Je ne vois pas tout, hein, mais moi, je ne l'ai pas vu. Je voulais montrer simplement The Independent, qui est un grand journal anglo-saxon, pour vous montrer quand même que, voilà, il n'y a pas qu'en Ukraine et en Russie qu'on parle de ça, quoi. Bon, là, je vais vous passer très vite 3 articles, juste pour vous montrer un petit peu ce qu'en disent les médias anglo-saxons, parce que, évidemment, c'est les médias anglo-saxons, c'est quasiment jamais les médias européens qui vous en parleront. Là, on a le grand journal Forbes. Que lit-on? Les troupes de guerre électroniques russes ont détruit 90% des drones ukrainiens. Vous voyez? Donc là, c'est les systèmes de brouillage typiques sur le front russe. Ce ne sont pas des systèmes de brouillage satellite, hein, je vous le dis tout de suite, hein. Là, c'est pas les mêmes, c'est pas des systèmes Tobol ou Tirade 2, hein, ce que vous voyez là. Ça, c'est ce qu'on utilise sur le front. Voilà. Donc, je voulais pas trop vous parler de tout ça parce que je vous ai déjà lu pas mal d'articles. Je vais pas trop aller dans le détail. Bon, l'avantage ici, c'est qu'on vous donne le nom des systèmes exacts utilisés par les Russes. Donc, vous voyez, les plus connus, c'est les Torn, les Kamaz. Ça, on en parle même dans certains médias. On parle des Torn et des Kamaz, mais il y en a d'autres, hein. Voilà, donc là, dans Forbes, ils ont vraiment été dans le détail, hein, quand même, au niveau technique, pour expliquer pourquoi voilà, les troupes de guerre électroniques russes ont détruit 90% des drones ukrainiens. Forbes, hein, un des plus grands journaux américains, hein. Business Insider, pareil, grand journal américain, mais plus pour le business. Que lit-on? L'Ukraine perd 10 000 drones par mois au profit des systèmes de guerre électroniques russes qui envoient des faux signaux et perturbent leur navigation selon les chercheurs. Alors je passe très vite parce que ça je vous en ai parlé à plusieurs reprises. Alors Business Insider reprend en fait l'article de RUSI, hein, qui est l'Institut pour l'étude pour la guerre anglais, hein, et non pas américain. Hein, l'équivalent américain c'est le ISW, ne pas confondre. Les Anglais, eux, c'est le RUSI. Ne pas confondre. Voilà. Et donc là, 10 000 drones arrêtés par mois par la guerre électronique. Vous voyez? Bon, ça, c'est un média occidental. Voilà. Newsweek. Excusez-moi, je vous le passe en français. Newsweek. L'Ukraine admet qu'elle est en retard sur la Russie dans la guerre électronique anti-drone. Et encore une fois, je ne vais pas vous lire tout l'article. Mais vous avez compris. Je fais très vite, hein, parce que sinon on n'en finit plus, hein. Il y en a beaucoup. Et comme vous pouvez le voir encore, c'est que dans les médias anglo-saxons qu'on peut avoir de vraies informations. Vous ne voyez pas ça, ou très rarement, éventuellement dans les journaux allemands, mais c'est très très difficile de trouver ce genre d'informations en Europe. Les troupes ukrainiennes ne veulent plus utiliser les tactiques de l'OTAN, alors que ces troupes ont eu des formations qui ont duré des mois, en Pologne, en Angleterre, en Allemagne, justement pour les préparer à cela, à mettre en place ces stratégies apprises avec tant de mal, en anglais, hein, en plus, parce que les Ukrainiens ont beaucoup de mal avec l'anglais.
Et là, ils ont mis de côté ces tactiques otaniennes pour revenir aux tactiques entre guillemets soviétiques, c'est-à-dire leur première tactique. Et oui. Et parce que ils pensent que les tactiques otaniennes ne valent rien. Alors comme elles ne valent rien, ils reviennent à leur première tactique. Alors je vais vous montrer un article du New York Times qui prouve cela. Alors voilà ce que dit le New York Times. Les troupes ukrainiennes entraînées par l'Ouest trébuchent au combat. L'armée ukrainienne a pour l'instant mis de côté les méthodes de combat américaines et est revenue aux tactiques qu'elle connaît le mieux. Ça date du 2 août. Les premières semaines de la contre-offensive tant attendue de l'Ukraine n'ont pas été tendres avec les troupes ukrainiennes, entraînées et armées par les États-Unis et leurs alliés. Équipées d'armes américaines de pointe et annoncées comme l'avant-garde d'un assaut majeur, les troupes se sont enlisées dans des champs de mines russes denses, sous le feu constant de l'artillerie et des hélicoptères de combat russes. Des unités se sont perdues. Une unité a retardé une attaque nocturne jusqu'à l'aube, perdant son avantage. Un autre a si mal réussi que les commandants l'ont complètement retiré du champ de bataille. Aujourd'hui, les brigades ukrainiennes formées en Occident tentent de renverser la vapeur, selon des responsables américains et des analystes indépendants. Les commandants militaires ukrainiens ont changé de tactique, se concentrant sur l'épuisement des forces russes avec de l'artillerie et des missiles à longue portée au lieu de plonger dans les champs de mines sous le feu. Un afflux de troupes est en cours dans le sud du pays, avec une deuxième vague de forces formée par l'Occident, lançant principalement des attaques à petite échelle pour percer les lignes russes. Mais les premiers résultats sont mitigés. Alors que les troupes ukrainiennes ont repris quelques villages, elles n'ont pas encore réalisé le genre de gains considérables qui ont caractérisé leur succès dans les villes stratégiquement importantes de Kherson et de Kharkov l'automne dernier. L'entraînement compliqué aux manœuvres occidentales n'a guère rassuré les Ukrainiens face aux tirs de barrage de l'artillerie russe. La décision de l'Ukraine de changer de tactique est un signal clair que les espoirs de l'OTAN des grandes avancées réalisées par des formations ukrainiennes armées de nouvelles armes, de nouvelles formations et d'une injection de munitions d'artillerie ne sont pas concrétisés, du moins pour le moment. Cela soulève des questions sur la qualité de la formation que les Ukrainiens ont reçue de l'Occident et sur la question de savoir si des dizaines de milliards de dollars d'armes, dont près de 44 milliards de dollars de l'administration Biden, ont réussi à transformer l'armée ukrainienne en une OTAN force de combat standard. La contre-offensive elle-même n'a pas échoué. Cela durera plusieurs mois à l'automne, a déclaré Michael Kaufman, chercheur principal au Carnegie Endowment for International Peace, qui s'est récemment rendu sur les lignes de front. On peut dire que le problème résidait dans l'hypothèse qu'avec quelques mois d'entraînement, les unités ukrainiennes pourraient être converties en combat plus comme les forces américaines pourraient se battre, menant l'assaut contre une défense russe bien préparée, plutôt que d'aider les Ukrainiens à combattre davantage la meilleure façon qu'ils connaissent. Le président Vladimir Poutine a de plus signalé que sa stratégie était d'attendre l'Ukraine et ses alliés et de gagner la guerre en les épuisant. Vous vous souvenez, c'est ce que je vous disais. Je vous avais dit que les Russes faisaient une guerre d'attrition, cette fois sur tout le front, et pas que sur Bakhmut, maintenant appelé Artyomovsk. Les responsables américains craignent que le retour de l'Ukraine à ses anciennes tactiques ne la fasse courir à travers de précieux approvisionnements en munitions, ce qui pourrait faire le jeu de M. Poutine et désavantager l'Ukraine dans une guerre d'usure. Les responsables de l'administration Biden avaient espéré que les 9 brigades formées en Occident, soit quelques 36 000 soldats, montreraient que la méthode de guerre américaine était supérieure à l'approche russe. Alors que les Russes ont une structure de commandement rigidement centralisée, les Américains ont appris aux Ukrainiens à habiliter les soldats supérieurs enrôlés à prendre des décisions rapides sur le champ de bataille et à déployer des tactiques interarmes
attaque synchronisée par l'infanterie, les blindés et les forces d'artillerie. Vous vous souvenez, dans le précédent point, je vous avais dit que les forces armées ukrainiennes, c'était 9 brigades. Et ben voilà, 9 brigades formées en Occident, soit quelques 36 000 soldats. Voilà. Sauf que eux, la brigade, ils la comptent pour 4000 soldats. C'est-à-dire que le New York Times prend la fourchette haute, très optimiste. Une brigade, 4000 soldats, qui est vraiment le maximum pour une brigade, hein. Je vous le dis, hein. Dans les médias occidentaux, on parle plutôt, en général, on parle plutôt de 3000. Mais bon, on passe à autre chose. La Suède n'intégrera pas l'OTAN, car le Parlement hongrois a voté non avec 199 voix contre et 47 voix pour. Viktor Orban, le président hongrois, avait dit qu'il était d'accord pour l'entrée de la Suède dans l'OTAN, mais que ce serait le Parlement qui déciderait. Ça, c'était une astuce de rhétorique, hein, pour dire bah moi, je me mouille pas trop. Je veux pas me mettre à dos l'Union européenne, parce que je reçois des subsides de l'Union européenne. Je suis d'accord, mais c'est le Parlement qui décidera. Il savait très bien quelle allait être la décision du Parlement, bien évidemment. Voilà une belle claque. Cela dit, on ne peut pas dire que la Hongrie soit vraiment loyale à la Russie, car le Parlement hongrois a voté oui le 27 mars 2023 pour la Finlande. Voilà. Et pour la Russie, c'était surtout le cas de la Finlande qui comptait et pas de la Suède, car la Finlande est à la frontière russe. Donc les Russes s'en foutent un peu que la Suède entre dans l'OTAN. C'est ennuyeux, mais ce qui comptait, c'était la Finlande. Voilà. Et là, la Hongrie aurait vraiment marqué sa loyauté envers la Russie si elle avait voté contre la Finlande. Là, ça aurait été important. Alors, je dois rappeler que la Suède attend aussi le oui officiel de la Turquie, qui est loin d'être acquis, malgré la petite approbation d'Erdogan, qui attend toujours des garanties et qu'il n'aura pas, à mon avis, hein. Des supporters de foot polonais dans un stade rempli ont brandi des pancartes réclamant le départ des réfugiés ukrainiens. Alors j'avais fait une vidéo il y a longtemps de cela, qui est sur Odyssée, et je vais vous mettre le lien dans la description. Parce que j'avais fait une vidéo qui disait, entre guillemets, les pauvres Polonais. Alors j'avais fait une vidéo exprès sur la société polonaise, pour vous dire qu'il y a tellement de réfugiés en Pologne, donc des millions de réfugiés en Pologne, que les Polonais râlaient, parce qu'ils ne voulaient plus payer pour ces réfugiés ukrainiens. Ils voulaient que les Ukrainiens rentrent chez eux ou aillent ailleurs. Parce que les Polonais en ont marre de voir leur travail pris par les immigrés ukrainiens. Et en plus, les immigrés ukrainiens ont des aides données par la Pologne. Bah oui, pour pouvoir se réinsérer dans la société. Et des aides sociales, etc. Et en plus, alors ça, vous ne le savez peut-être pas, mais les Polonais n'ont jamais aimé les Ukrainiens et vice-versa, hein. Ça remonte à la Deuxième Guerre mondiale, hein, pour des raisons évidentes. Donc les deux peuples ne s'aiment pas, et en plus, il y a des millions de réfugiés ukrainiens en Pologne. Il faut savoir que les réfugiés ukrainiens, en majorité, se sont réfugiés d'abord en Russie. Donc les Ukrainiens sont partis là où il y a le plus de réfugiés ukrainiens, c'est en Russie. Et juste en second, c'est la Pologne. C'est la Pologne, après la Russie, qui a le plus de réfugiés ukrainiens. Faut le savoir. On va regarder un article ensemble. Alors voici un article de Yahoo News qui a été repris par un journal ukrainien. Ça, c'est The New Voice of Ukraine en anglais, puisque le journal ukrainien est en deux langues, il est en anglais ou en ukrainien. Donc c'est la nouvelle voix de l'Ukraine, donc ça vient d'un journal ukrainien, je le répète. Les ultras de football de Slavs Wrocław affichent des bannières anti-ukrainiennes lors du match de leur équipe. Et là, vous voyez. Bon, évidemment, c'est en polonais, hein. Alors, je ne vais pas vous traduire
Chaque banderole, je ne connais pas le polonais. Une manifestation de fans de football polonais lors d'un récent match fait craindre une réaction violente contre près d'1 million d'Ukrainiens qui ont cherché refuge en Pologne après l'invasion à grande échelle de la Russie et de la guerre en Ukraine. Tiens, c'est marrant, là, ils n'ont pas mis l'invasion non provoquée par l'Ukraine. Ils n'ont pas mis ça, tiens. Alors, 1 million, c'est ridicule. Ridicule. Alors, dans une vidéo que j'avais faite sur la Pologne, vis-à-vis des réfugiés ukrainiens, il y a au minimum en réalité 4 millions de réfugiés ukrainiens en Ukraine. Certains rapports que j'ai lus qui viennent d'Américains, qui habitent qui sont en Ukraine, à Kiev, et qui font leur reportage en Pologne, eux disent entre 4 et 6 millions de réfugiés ukrainiens, c'est-à-dire en comptant les légaux, c'est-à-dire ceux qui sont répertoriés réfugiés, et les illégaux. Et oui, et c'est pour ça que les Polonais hurlent, parce qu'ils ont tellement de réfugiés ukrainiens illégaux que c'est absolument terrible. Donc il y a un marché noir qui se forme en Pologne et qui prive les Polonais de travail. Parce qu'évidemment, les employeurs polonais, hein, bon, vous savez qu'en Pologne, vous voyez, c'est un petit peu comme en Italie, hein, voire même comme en France. Hein, si on peut payer au noir, hein, ça coûte moins cher. Évidemment, vous vous doutez bien que ce qui est surtout touché en Pologne, c'est la restauration, l'hôtellerie et le BTP. Bien évidemment, parce que c'est les endroits les plus faciles pour employer au noir. Et là, ils en profitent à fond, les employeurs polonais, au détriment de la population polonaise qui veut un emploi. Encore une fois, j'avais déjà fait une vidéo là-dessus, entièrement sur ce problème. Le président de l'UEFA, détenu pour détournement de fonds et non-respect de décisions de justice. Lors du deuxième tour du championnat de football polonais le 29 juillet, Śląsk Wrocław a fait face à une décevante défaite à domicile contre Żeglebi, avec un score de 1-2. Mais le résultat du match a été éclipsé par une démonstration troublante en dehors du terrain. Tout au long du match, un groupe de supporters ultra, entre guillemets, de l'équipe locale a affiché des affiches anti-ukrainiennes inquiétantes dans les tribunes portant des messages tels que « Les Ukrainiens ont massacré des enfants en Volhynie, arrêtez l'ukrainisation de la Pologne ». Vous voyez ? Alors, les Ukrainiens ont massacré des enfants en Volhynie, bon bah, là c'est des références historiques qui remontent loin. Par contre, arrêter l'ukrainisation de la Pologne, là c'est tout à fait contemporain, c'est ce que je viens de vous dire. En plus des bannières, certains partisans polonais ont également fait des remarques insultantes à l'encontre de la figure nationaliste ukrainienne Stepan Bandera et de l'armée insurrectionnelle ukrainienne, une armée de résistance nationale ukrainienne qui a combattu à la fois l'armée soviétique et les envahisseurs nazis allemands en Ukraine pendant la Seconde Guerre mondiale et dans la décennie après. Ah, j'ai mis. Alors là, faut oser. Alors, encore une fois, l'article vient de The New Voice of Ukraine, c'est-à-dire la nouvelle voix de l'Ukraine. Regarde, je suis obligé de vous relire tellement c'est énorme. Les partisans polonais ont fait des remarques insultantes à l'encontre de la figure nationaliste Stepan Bandera. Ça, c'est la faction Bandera. C'est une des plus grandes factions néo-nazis d'Ukraine, bien connue des médias occidentaux. Les médias occidentaux, même jusqu'en 2015, ont fait des reportages sur la faction Bandera à Kiev. C'est énorme. C'est un petit peu moins grand que le bataillon Azov, mais le bataillon Azov, le secteur 3 et Stepan Bandera sont les plus grandes milices néo-nazis d'Ukraine. Et ils se comptent en dizaines de milliers de membres. C'est énorme. Alors quand vous mettez les trois en même temps, c'est-à-dire Azov, secteur droit et Bandera, vous imaginez le nombre. Voilà. Et c'est eux que les Américains ont mis au pouvoir. Et le pire, ils osent dire que le Stepan Bandera, bon, qui était
Stepan Bandera, c'était la figure historique pendant la Deuxième Guerre mondiale qui s'est allié avec les troupes germaniques contre la Russie. Donc c'est tout l'inverse. Vous voyez un peu le mensonge historique, mais en plus, c'est un mensonge qui les détruit au niveau de la crédibilité, parce que tout le monde sait ce que je viens de dire. Ça, c'est l'histoire, c'est quasiment dans les manuels d'histoire, j'ai envie de vous dire. Tout le monde sait ça. Donc c'est une véritable honte. C'est un tel mensonge, mais bon. En gros, Bandera a combattu les nazis. Alors que Bandera, justement, il a tellement admiré Adolf Hitler et l'Allemagne nazie qu'il en a fait une milice et ça a duré des décennies, des décennies. Il y a des défilés à Kiev qui se sont faits jusqu'en 2020, 2021, quoi. Ça a dû plusieurs fois par an, il y avait des défilés Azov, Bandera et secteur droit dans les avenues de Kiev. Et c'était filmé, c'était sur YouTube. Bref, je m'arrête là parce que je pourrais en parler longuement. L'incident attire l'attention d'autant plus que le 9 septembre, l'équipe nationale ukrainienne doit jouer contre l'Angleterre lors d'un match de qualification pour l'Euro 2024 au stade Zlas Wrocław, bon, toujours au même endroit. On estime que quelques 8 millions d'Ukrainiens sont devenus des réfugiés dans d'autres pays après le lancement de l'invasion de la guerre à partir du 24 février. Voilà. Bon, vous vous doutez bien que 8 millions, c'est absolument ridicule, c'est beaucoup, beaucoup plus que cela. Je vous rappelle que j'ai fait une vidéo sur le nombre de personnes, quoi, d'habitants en Ukraine, qui est passé de 43 millions à entre 22 et 25 millions. Donc en gros, il y a une vingtaine de millions de personnes qui ont quitté l'Ukraine. Bon, enlever environ 400 000 personnes mortes ou gravement blessées dues à la guerre. Voilà, mais en gros, vous avez une vingtaine de millions de personnes qui sont parties d'Ukraine. Alors, les lignes défensives de la Russie sont, entre guillemets, beaucoup plus complexes et meurtrières que tout ce qu'a connu n'importe quelle armée en près de 80 ans, a déclaré un général à la retraite. Je vais vous lire ce petit article. Bon, très vite, on va lire un article de Business Insider. Que lit-on? Les lignes défensives de la Russie sont beaucoup plus complexes et meurtrières que tout ce qu'a connu n'importe quelle armée en près de 80 ans, a déclaré un général à la retraite. Un général australien à la retraite a décrit les lignes défensives que la Russie avait construites en Ukraine comme beaucoup plus complexes et meurtrières que tout ce que n'importe quelle armée a connu en près de 80 ans. Et l'ancien officier Mick Ryan a déclaré à The Economist que percer ces défenses nécessiterait le meilleur des compétences opérationnelles interarmes, ce que l'analyste militaire Michael Kaufman a déclaré au point de vente que l'Ukraine n'avait pas montré. Ça, c'est les traductions Google, hein, excusez-moi. Donc, ce que l'analyste militaire Michael Kaufman a déclaré que l'Ukraine n'avait pas encore montré cela à grande échelle. Voilà, donc c'était juste pour vous dire que dans Business Insider, vous voyez, même un général australien le reconnaît. Percer les défenses russes, vu l'état actuel de l'Ukraine, en gros, pour parler le vrai, c'est impossible. On continue dans les articles avec celui de MSNBC que vous avez vu en début de vidéo, vous avez vu cette image. La contre-offensive ukrainienne échoue-t-elle? Kiev et ses partisans craignent de perdre le contrôle du récit. Certains responsables américains sont frustrés par le rythme de la contre-offensive de l'Ukraine qui a gagné moins de 100 000 miles carrés de territoire. Je ne vous convertis pas en kilomètres carrés parce que je risque de dire des bêtises. Alors je ne vais pas tout vous lire, hein. Je vais juste vous lire le début. Alors que les troupes ukrainiennes mènent un combat difficile contre des forces russes bien défendues en Ukraine, le gouvernement de Kiev mène un autre type de bataille à l'étranger, essayant de façonner la façon dont le monde perçoit sa contre-offensive. Oh là là! Oh, oh, oh.
Ces gens-là, ces deux journalistes-là, ils vont avoir des problèmes s'ils continuent à parler comme ça, là. Parce que là, ils sont en train de dire de façonner. Là, il dit que Kiev façonne la façon dont le monde perçoit sa contre-offensive. En gros, ça veut dire, bon, ils sont en train de faire leur propagande. Les responsables ukrainiens et leurs partisans se disent convaincus qu'ils finiront par l'emporter sur le champ de bataille, mais mettent en garde contre ce qu'ils considèrent comme des attentes irréalistes dans la couverture médiatique et les commentaires qui pourraient créer un récit trompeur, suggérant qu'ils ne peuvent pas et ne gagneront pas. Les deux choses que nous continuons à demander à nos alliés sont des armes et de la patience, a déclaré Yuri Sak, le conseiller du ministre ukrainien de la Défense. Bien qu'équipé de nouvelles armes et d'équipements américains et occidentaux, y compris des chars, des missiles à plus longue portée et des munitions d'artillerie, l'Ukraine manque de puissance aérienne et s'est heurtée à une forte résistance de la part des forces russes qui ont posé des centaines de mines sur la ligne de front. Alors des centaines de mines, ça me fait rigoler. Ça, c'est bien les journalistes totalement ignorants. En fait, c'est des centaines de milliers de mines qui sont sur le front, des centaines de milliers sur le front qui fait environ 900-950 km. Voilà, donc des centaines eux ils disent des centaines de mines sur la ligne de front, des barrières anti-chars et creuser des rangées de tranchées défensives. Bah ouais, les lignes russes de défense sont redoutables. Alors, après l'Angleterre, voici la Pologne qui critique l'Ukraine, car elle ne serait pas assez reconnaissante de toute l'aide qu'on lui apporte, et aussi parce qu'elle s'est mal préparée à l'offensive du 4 juin. Il faut savoir que depuis la Seconde Guerre mondiale, les Polonais n'aiment pas les Ukrainiens et réciproquement. En gros, parce que les Polonais ont perdu des territoires à cause de l'Allemagne hitlérienne et parce que de nombreux Ukrainiens étaient alliés avec Adolf Hitler et admiraient son gouvernement. Bon, ça, je vous l'avais déjà dit. Bref, les Polonais et les Ukrainiens ne s'aiment pas. Et voici une nouvelle de la dernière critique concernant la Pologne. Alors, je vais vous montrer l'article. Donc là, vous voyez l'article de Ukrainska Pravda, qui est un des journaux principaux en Ukraine. La Pologne convoque l'ambassadeur d'Ukraine au milieu d'un différend sur la gratitude insuffisante de Kiev pour son soutien. C'était au 1er août. Donc, le ministère polonais des Affaires étrangères a convoqué l'ambassadeur d'Ukraine, Vasil Zvaric, après que le ministère ukrainien des Affaires étrangères a convoqué l'ambassadeur de Pologne au milieu des critiques de Varsovie concernant le prétendu manque d'appréciation de Kiev. La source est European Pravda, en référence à un court message du ministre polonais des Affaires étrangères. Le ministère des Affaires étrangères informe que l'ambassadeur d'Ukraine en Pologne a été invité au siège du ministère des Affaires étrangères en lien avec les déclarations faites par des représentants des autorités ukrainiennes, a indiqué le ministère dans un communiqué sur Twitter. Le ministère polonais des Affaires étrangères n'a pas fourni d'autres détails sur la convocation. Plus tôt mardi, le ministère ukrainien des Affaires étrangères a convoqué l'ambassadeur de Pologne après les déclarations de Marcin Przyzas, secrétaire d'État à la chancellerie du président polonais. Dans une interview avec les médias polonais, Marcin Przyzas a mentionné que l'Ukraine avait reçu un soutien important de la Pologne et qu'il était temps pour l'Ukraine de commencer à apprécier le rôle que la Pologne a joué pour elle ces derniers mois et années. Les déclarations pertinentes du responsable polonais ont été faites dans le contexte de la situation de blocage de l'exportation de céréales ukrainiennes via la Pologne. Ah oui, ça c'est toute une affaire. Je vous en avais parlé dans un ancien point militaire que ces problèmes de marché céréalier en Ukraine, je vous avais dit que la Pologne avait refusé pour l'Europe le blé de l'Ukraine parce que ça faisait chuter les prix européens et surtout polonais. Et après, il y a d'autres pays qui se sont mis avec la Pologne. Alors, il y a eu la Bulgarie et je crois la Slovaquie. Ensuite, il y a d'autres pays qui se sont greffés dessus.
Bref, l'Ukraine ne peut pas vendre de toute manière ses céréales à l'Europe, quoi, à certains pays d'Europe, parce que certains pays d'Europe disent que ça fait chuter les prix en Europe, justement. Donc ils ont fait un blocage. Donc c'est toute une affaire, ça, hein, cette histoire-là, et met encore, on va dire, de l'animosité, de la colère entre les Polonais et les Ukrainiens, alors que c'était déjà pas la bonne entente entre eux avant. Voilà. Entre-temps, le bureau du président ukrainien a déclaré que les affirmations d'un responsable polonais selon lesquelles Kiev n'apprécie pas suffisamment l'aide fournie par la Pologne étaient sans fondement. Voilà, bon, tout ça c'est pour vous dire, là c'est un grand journal ukrainien, Ukrainska Pravda, c'est-à-dire la vérité ukrainienne en français. C'est pour vous dire qu'il y a une animosité, hein, une colère entre ces deux peuples qui a toujours été là, mais elle est exacerbée ces derniers mois, elle est exacerbée. Malgré dans les médias, on vous dit la super entente qu'il y a entre la Pologne et l'Ukraine. Non, il n'y a aucune entente entre la Pologne et l'Ukraine. C'est pas des ennemis, mais presque. Ils se détestent. La Pologne et l'Ukraine tout simplement pour combattre la Russie. Encore une fois, l'Ukraine est un pion. Elle n'est qu'un pion. Et l'Ukraine sert de chair à canon à la Pologne comme elle sert de chair à canon aux États-Unis pour affaiblir la Russie. C'est tout. Et ça a toujours été comme ça. Voilà. Alors je vous montre tous ces articles pour vous prouver cela, parce que j'ai un peu l'impression d'être le seul à le dire, mais non, non, j'ai des preuves et je vous les montre. Parce que je me doute que partout ailleurs, vous n'allez pas vraiment entendre ce son de cloche. Alors, après toutes les données historiques sur l'armée russe que j'ai pu analyser depuis plus d'un an, il s'est avéré que l'armée russe a dû essuyer beaucoup de plâtre au début de l'opération militaire spéciale. Des centaines de paix qui n'étaient pas données aux soldats, des manques d'équipement, d'habillement, car l'armée était si grande que la Russie n'en avait pas assez. Problème de formation des troupes par manque d'officiers formateurs. Problème de logistique pour une guerre massive à mettre en place. Et tout cela en plus sous sanctions économiques extérieures. Malgré tout cela, la Russie a fait beaucoup et a été d'une grande agilité et d'une grande rapidité à résoudre tous ces problèmes. Le résultat est clairement remarquable d'efficacité et en fait si remarquable que le complexe militaro-industriel est maintenant le meilleur du monde et de loin, produisant énormément et tant en réalité qu'une seconde armée pourrait être fournie en munitions et en véhicules blindés de tout type. Il reste malgré tout des problèmes d'équipement spécifiques, principalement la fourniture de gilets pare-balles. Le problème est en train d'être résolu grâce à la Chine qui va vendre massivement des plaques céramiques à la Russie. Le président turc Erdogan et Vladimir Poutine se sont téléphonés à la demande d'Erdogan. D'après le rapport du Kremlin, Erdogan et Vladimir Poutine ont eu un échange cordial. Et même si le président turc déplorait l'arrêt de l'initiative de la mer Noire, c'est le marché des céréales ukrainiens, l'accord céréalier entre l'Europe, l'Ukraine et la Russie, Erdogan a tout de même blâmé l'Union européenne pour son non-respect de l'accord qui a conduit à un arrêt de la vente des produits alimentaires, céréaliers et fertilisants russes. Non-respect qui a engendré cette situation. Erdogan rappelle que le volume de commerce avec la Russie a doublé en fin 2022. Le volume du commerce entre la Turquie et la Russie a doublé en fin 2022 et va continuer à grandir. Cela en dit long sur la relation difficile mais globalement positive entre Erdogan et Poutine et aussi sur la grande patience de M. Poutine qui finalement paie. Donc montre la sagesse de Poutine qui aurait pu s'emporter précédemment envers les gestes d'Erdogan concernant la Suède et la libération des prisonniers Azov, qui avait mis,
on va dire, une tâche dans leur relation qui était excellente avant ces deux événements. À savoir que la Turquie est en difficulté économique et que la Russie est le principal client touristique de la Turquie et que le marché du tourisme est vital pour la Turquie. C'est pour ça qu'Erdogan ne peut pas se mettre à faux, ne peut pas se mettre à dos la Russie. La Turquie a besoin de la Russie, car le principal marché turc, c'est le tourisme. Et qui est le principal client touristique de la Turquie? C'est la Russie. Donc la Turquie a besoin de la Russie. Donc là, le marché entre la Turquie et la Russie a doublé en fin 2022. C'est colossal. C'est colossal. Et là, il y a eu une entente d'un hub gazier entre la Russie et la Turquie gigantesque. Donc c'est des projets pharaoniques. Et il y a bien sûr bien d'autres projets commerciaux qui sont en train de se faire entre la Turquie et la Russie. Donc malgré tout, malgré quelques petites bosses sur la route de leur relation, ils s'entendent quand même très bien, il faut dire ce qui est. Bon, donc là, on va arriver à la conclusion. Alors la conclusion, c'est que Kiev a un temps limité pour faire sa percée à travers les lignes de défense russes. Alors je vous avais déjà donné une des raisons qui est le temps, la météo. Parce que après l'été, la saison des pluies va arriver et là il sera strictement impossible de faire de grandes offensives. Les véhicules blindés seront coincés. Ça c'est une des raisons. Alors non seulement les Ukrainiens devront faire une percée, mais aussi la confirmer en atteignant l'objectif qui est la ville de Tokmak. Alors la ville de Tokmak se trouve au sud de la ligne de front Zaporozhye-Donetsk, dont je vous ai parlé en introduction. Car oui, n'oubliez pas que Kiev annonce au monde leur objectif militaire et où il se trouve. Bref, Kiev a une énorme pression de la part de l'Occident, principalement des États-Unis, et cela pour deux raisons majeures. D'abord parce que l'Occident se lasse et les aides militaires et financières n'arrêtent pas de diminuer. Ensuite parce que l'automne va arriver, donc les pluies vont arriver, empêchant toute avancée de véhicules blindés et encore moins de chars. Bref, le temps pour Kiev est crucial et leur offensive décisive doit très vite arriver, car en gros, Kiev n'a plus qu'un mois pour réussir ou échouer. Comme sur le front, rien n'est positif pour Kiev, les forces ukrainiennes utilisent massivement les drones qui ne font que des dégâts mineurs et ne changera rien à la guerre. Mais cela permet de rester visible dans les médias, de gesticuler pour dire que Kiev se bat encore et que rien n'est perdu, et de permettre aux médias de se dire en permanence « Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir ». Évidemment, il est universellement admis, sauf pour les personnes les plus ignorantes et les plus naïves, que l'Ukraine a perdu la guerre depuis déjà bien longtemps, quoi qu'en dise l'intense propagande grotesque de l'Occident. D'ailleurs, en parlant des médias occidentaux, on voit bien qu'ils sont de plus en plus inquiets, voire effrayés de l'inévitable réalité arrivée sur eux, comme un impitoyable destin qui se dévoile devant leurs yeux incrédules, impitoyable destin si réel qu'il n'est plus possible d'essayer de le cacher ou de le minimiser. Les médias occidentaux, dont la panique augmente chaque jour, commencent aussi à réaliser toutes les conséquences de l'après-guerre. Et les conséquences, pour eux, sont effroyables. Vladimir Poutine va apparaître aux yeux du monde comme le grand vainqueur militaire contre une coalition de nombreux pays occidentaux, ce qui va donner un immense prestige à la Russie, qui était déjà grand pendant la guerre. Les États-Unis, à cause des sanctions et de leur coup d'État de 2014 à Kiev, a créé une superpuissance autonome en tout, avec un pays au complexe militaro-industriel, au firmament de sa puissance, ayant une expérience soldatesque, logistique et matérielle unique. Russie qui, économiquement, va exploser dans le temps, ayant déjà effectivement éradiqué le chômage, et avec un potentiel de croissance économique vertigineux, tant l'industrialisation du pays est immense dans tous les domaines.
du fait même de cette souveraineté nationale gagnée, cette indépendance économique gagnée. Un pays qui, il faut se le dire, ne connaît ni le chômage, ni les sécheresses, ni les problèmes de récolte, ni les dettes abyssales publiques ou extérieures des pays occidentaux, et qui a une puissance et une expérience militaire inégalées, tout du moins du côté terrestre, des missiles en général, des missiles hypersoniques, des drones et des systèmes antiaériens, sans compter les brouillages électroniques massifs et colossaux. Enfin, politiquement, une Russie qui a un président absolument exceptionnel d'intelligence, de sagesse et d'endurance politique, qui redressa spectaculairement un pays exsangue en 2000 et qui, paradoxalement, grâce à cette guerre, mène la Russie vers des sommets de puissance économique et militaire que les Occidentaux ne pourront jamais atteindre. Occident qui ne cesse de s'enfoncer dans le marasme économique et social. Occident grandement affaibli à cause de la guerre en Ukraine qui a été comme une saignée dans sa défense et ses finances. Pire encore, car au grand détriment du peuple européen qui voit sa souveraineté et sa liberté s'amenuiser de jour en jour et sa pauvreté augmenter régulièrement. Qui, en effet, après la victoire russe, irait ennuyer un pays si puissant, ayant en plus gagné des territoires immenses qui vont encore ajouter à sa puissance, surtout économique, via l'industrie et l'agriculture. La Russie a tout pour elle, absolument tout, et le président Vladimir Poutine a une cote de popularité unique au monde. Ce n'est pas être pro-russe de dire cela ou être idolâtre de la Russie, mais simplement énoncer des faits. Longue conclusion que j'ai dû lire parce qu'il y avait beaucoup d'informations que j'avais du mal à retenir. Bref, voilà, donc ça a été la conclusion, grosse conclusion, mais importante à dire, car bien réelle, et encore une fois, elle n'énonce que des faits. Voilà. Bon, maintenant, on va passer à la carte militaire. Alors, voici la carte militaire. Alors vous avez pu noter, depuis la semaine dernière, je suis obligé de prendre une autre carte militaire ukrainienne parce que mon ancienne que j'utilise habituellement n'est plus à jour depuis le 24 juin. Donc là, il me reste plus que celle-ci. Bref, donc on va commencer par le sud comme d'habitude. Alors ici, il y a eu une attaque sur le port de Novosibirsk, ici d'un navire de guerre russe par 3 drones navals. 2 ont été arrêtés, 1 a pu toucher un drone naval. Et ici, il y a un pétrolier russe qui a été touché par un drone naval. Alors, le pétrolier a été endommagé, mais pas trop gravement. Donc, il n'allait pas couler. Donc, il a pu être rapatrié pour être réparé. Tout comme le navire de guerre russe qui a été touché à côté de son port. Donc là, il est en voie de réparation. Alors il y a eu, depuis le début de la guerre, il y a eu plusieurs attaques de drones navals. Tous les drones navals que l'on a vus, à part ceux qui ressemblent à des jet skis qui ont attaqué le pont de Kerch ici, qui était du bricolage ukrainien, tous les autres drones qui ressemblent à de petits bateaux, de tout petits bateaux, eux, ce sont des drones navals de fabrication anglaise. Alors, pour le front, pas grand-chose à dire par rapport à la dernière fois, mais comme d'habitude, je vais surtout dire les choses les plus saillantes. Alors, comme vous pouvez le voir ici, c'est la ligne de front là où il se passe beaucoup de choses. C'est la ligne de front dont je vous ai parlé à plusieurs reprises, Zaporijie, Donetsk. Mais bon, pour moi, en fait, ça s'arrête à Ougledal ici. Alors, je vous rappelle que c'est une carte ukrainienne, donc avec les informations ukrainiennes. Donc, ce n'est pas la réalité, bien sûr, même si cela s'en approche évidemment. Donc là, vous voyez que là, d'après les Ukrainiens, il y a une grosse avancée. Alors, inutile de vous dire que toute cette partie-là, il y a une bonne partie qui a été reprise par les Russes.
Donc là, c'est la région d'Orirov. C'est là où les Ukrainiens veulent faire leur percée pour atteindre Tokmak, ensuite Melitopol et ensuite la mer d'Azov. Ça, c'est leur projet qui déclare au monde depuis 9 mois. Donc en gros, ils font exactement ce à quoi on peut s'attendre d'eux. Donc ils sont d'une prédictibilité parfaite. On peut prédire exactement ce qu'ils vont faire puisqu'ils annoncent leur offensive stratégique. C'est merveilleux avec les Ukrainiens, quoi. Merveilleux pour les Russes. Donc là, c'est vrai qu'ils ont fait une percée ici et ici. C'est leur plus grosse percée. Ça, c'est vrai. Mais c'est une percée temporaire. Ça, c'est pas vrai. Ça, c'est pas vrai. Alors, ça, c'est pas la zone grise, hein. Là, on pourrait me demander, mais ça, c'est la zone. Non, c'est pas la zone grise. La zone grise, c'est tout ça, hein. C'est là où il y a le front, en gros. Là où, juste après le rouge. Juste après le rouge, c'est la zone grise. Alors, faut pas oublier que ça, c'est faux. Les Ukrainiens sont ici. Non, mais ils ont fait vraiment une avancée, hein. Ils ont avancé et ils ont gardé cette fameuse petite portion dont je vous parlais dans les informations générales. Donc oui, ils ont pris un petit peu ici, mais au prix d'une quantité colossale d'hommes et de matériel militaire, comme je vous l'avais dit dans les informations générales, et comme l'a dit le journal TASS en reprenant les termes de Sergei Shoigu. Voilà. Mais comme je vous ai montré les nombreuses coupures de journaux, les journaux le disent aussi, hein, c'est pas que le ministère de la Défense. Ce qui prouve d'ailleurs que le ministère de la Défense ne ment pas, puisque même les grands journaux occidentaux, quoi, américains pour être précis, disent que effectivement l'offensive a de très gros problèmes. Voilà. Donc oui, ils ont fait une avancée, mais oui, tout cela a été repris par les Russes, bien sûr. Donc surtout que les Russes ont fait des avancées sur le front. Ils en ont fait ici et ils en ont fait ici. Voilà. Et Ougledal, ça avance toujours. Ougledal étant une forteresse ukrainienne, ça avance toujours. Alors bah Donetsk, dans la ville de Donetsk, c'est assez calme. Moi, à ma connaissance, il n'y a pas eu de tir d'obus sur Donetsk depuis quelque temps, ce qui est une bonne nouvelle. Donc on va un petit peu zoomer, on va parler d'Avdiivka. Alors Avdiivka, bah, ça se referme. Alors il y a eu des avancées russes pour une fois, ici, c'est-à-dire comme ça, et non pas ici sur le nord comme d'habitude. Donc ça valait le coup de le dire. Donc bah, ils avancent toujours, hein. N'oubliez pas que c'est une carte ukrainienne, hein. Donc évidemment, ce que vous voyez en rose côté russe, c'est faux. Mais c'est plus ou moins, voilà, c'est plus ou moins similaire à la réalité malgré tout. Voilà, donc on peut quand même s'y fier un petit peu. Donc ils avancent ici. Alors on va remonter un petit peu et évidemment, là où ça nous intéresse, on va parler de Artyomovsk, Bakhmut en ukrainien, mais ça ne s'appelle déjà plus Bakhmut depuis longtemps. Alors comme vous pouvez le voir, bah, là c'est facile à voir, hein. Là où ils avancent surtout, où ils veulent faire des percées, c'est ici, les Ukrainiens. Alors là, contrairement à ça, c'est trompeur, parce que les Ukrainiens effectivement sont là, mais ils font pas d'avancée ici, hein. Pas du tout, hein. Encore une fois, c'est une carte ukrainienne, hein. Donc non, là où ça tape vraiment, c'est ici. Et là, les Russes ont repris toutes les avancées qu'avaient fait les Ukrainiens au nord. Par contre, ici, là, les Ukrainiens font de très fortes offensives, je dirais l'équivalent du front de Zaporožie et Donetsk. Ici, dans le sud, ils font des offensives très fortes. Ici, ici et ici. Voilà, vraiment des avancées très fortes. Et les Ukrainiens, pour dire à quel point ils étaient motivés dans cette zone, comme je vous l'ai dit dans l'introduction, ici les Ukrainiens utilisaient des obus à sous-munitions américains. Et bah, cela a fait
bah, ça a fait que les Russes ont utilisé eux aussi maintenant des obus à sous-munitions, mais en quantité beaucoup plus massive que les Ukrainiens. Donc là, c'est ce qu'avait prévenu Monsieur Poutine. Donc là, ça va être très difficile pour les Ukrainiens de tenir ces trois fronts. En attendant, les Russes avancent. Ils avancent ici, et dans le nord, c'est là où ils ont beaucoup avancé. Mais, c'est pas là où ils ont le plus avancé. Alors, les zones importantes, c'est Siversk. Alors bon, pour une fois, je vous ai pas parlé de vraiment de la forteresse plus au sud de d'Ougledar, de Marinka, Avdiivka, je vous en ai un peu parlé. Donc Ougledar, hein, c'est ici, Marinka, c'est ici, Avdiivka, ça c'est les trois forteresses. Je vous en ai parlé effectivement assez rapidement parce qu'il n'y a pas grand-chose à dire. Siversk, alors Siversk c'est très très important, très très important. Donc là ici, là les Russes avancent toujours très lentement. Leur plus grosse avancée est ici au sud. Qu'encore une fois, c'est une carte ukrainienne. En fait, toute cette zone a été reprise par les Russes, qui n'est pas négligeable. Bon, ça paraît petit, mais c'est pas négligeable quand même, toute cette zone-là. Ça a été repris par les Russes et il y a une avancée russe vers le nord, ici. Sivels qui est en train de tomber dans le chaudron. C'est très lent, c'est très lent. Alors à chaque fois, on dit, mais qu'est-ce que font les Russes? Qu'est-ce que font les Russes? Bah en fait, les Russes font la guerre d'attrition, comme je vous l'ai dit. Ils ont décidé de le faire sur tout le front. C'est-à-dire de faire exprès d'avancer le moins possible en faisant une défensive active. C'est ce qu'ils appellent officiellement la défensive active, la défense active. Donc il défend, mais tout en harcelant l'ennemi et en avançant un tout petit peu, incrémentalement, mais régulièrement, mais sans faire de grandes offensives. Voilà, ça s'appelle la défense active. Donc ils avancent sur Liman, Krasny Liman en russe. Donc ils avancent ici, comme vous pouvez le voir. Là, ça avance pas mal. Et enfin, on va parler du plus important. C'est la ligne Kupiansk-Siversk ici, puisque en fait, les fameux 100 000 troupes russes, 900 blindés, 377 véhicules blindés, 900 tanks, je voulais dire, et 377 véhicules blindés, c'est ici qu'ils se trouvent. C'est dans cette zone-là. Et les Ukrainiens paniquaient, et au début ils paniquaient, ensuite ils se sont demandé, mais pourquoi ils n'avancent pas? Pourquoi ils restent là? Bah, tout simplement parce qu'ils attendent, hein, ça a été dit officiellement par le ministère de la Défense, ils font une défense active. Voilà. Et dès qu'ils vont en avoir l'occasion, là ils vont faire une grande offensive. Alors moi, je subodore que peut-être il y aura une attaque aussi vers le nord. Et qu'il y aura peut-être Wagner. Mais bon, ce n'est que mon avis. Alors, et là on arrive, voilà, à vraiment pourquoi on voit que c'est une carte ukrainienne. Parce que alors là, c'est très très fort. Là, il y a eu une énorme avancée russe. Les Russes sont ici en fait. Ils sont ici. Ils sont aux portes de Kupiansk. Ils sont ici. Et vous voyez un peu la différence. Et en fait, c'est tellement grave et tellement important pour l'Ukraine, Kupiansk, on n'en parle jamais dans les journaux, alors que c'est crucial. C'est une grande ville et c'est très très important. C'est pour ça que là, les Ukrainiens ont remonté des forces sur Kupiansk, ce qui a dépeuplé évidemment les forces du sud, surtout de Zaporizhia, Donetsk. Parce qu'ils savent très bien que la grande force a été amassée là. C'est aussi un petit peu un jeu de dupes. Parce que l'énorme force russe amassée là fait que les Ukrainiens se sont obligés de faire remonter au nord les troupes ukrainiennes. Donc, en gros, de diviser leurs troupes. Parce que c'est là qu'il fallait tout mettre, toute leur force pour faire leur poussée vers Tokmak et Melitopol, mais ayant une énorme armée ici au nord russe,
et bien ils se sentent obligés quand même d'envoyer des troupes parce qu'ils savent très bien qu'il va y avoir une attaque au nord. Et le fait qu'il y ait autant de gens de Wagner et de troupes russes, d'après ce que j'ai compris, il y aurait 15 000 hommes ici au nord en attente avec les troupes de Wagner. Ça reste à confirmer. Mais en tous les cas, on peut imaginer, comme je vous l'ai dit la semaine dernière, mais d'ailleurs, c'est même pas on peut l'imaginer, c'est ce qui est prévu d'ailleurs, parce que ça a été annoncé quasi officiellement par les Russes, c'est que les Russes vont faire comme ça avec leur armée, et ils vont descendre comme ça, et ils vont s'abattre sur Slaviansk et Kramatorsk, et une fois que tout ça sera pris, la guerre sera finie. Ils n'auront plus rien, ce sera fini. Parce que évidemment, les Ukrainiens en panique vont envoyer toutes leurs troupes faire toute cette distance-là vers Izium d'abord et Liman après, pour remonter, pour essayer en panique d'arrêter une armée pareille. Évidemment, ils n'auront strictement aucune chance. Cela va de soi. Donc voilà, donc le but des Russes, c'est de prendre confiance et de descendre comme ça. Et peut-être quand ils arriveront là, eh bien, peut-être qu'il y aura synchronisé une attaque sur Kharkov, qui est tout à fait possible. Alors je vous rappelle quand même que en tout et pour tout, il y aurait, maintenant les dernières nouvelles, au moins 600 000 soldats russes en Ukraine. 600 000 soldats russes. Colonel McGregor dit 700 000. Exagère-t-il ou pas? Mais en tout cas, maintenant, on peut parler d'un minimum de 600 000, dont la plupart ne font pas grand-chose. Hein. Il n'y a que des troupes qui se battent, d'après ce que je sais, environ 120 000 qui se battent activement sur le front, 120 000, mais tous les autres, en gros les 450 000 ou les 500 000, que font-ils? Bah, c'est la logistique. Pour l'instant, ils ne font que la logistique et dont beaucoup attendent certainement, et certainement aussi par le nord, de faire la grande offensive. Voilà. Ce sont les dernières nouvelles que j'ai. Voilà ce qu'on peut dire concernant la carte militaire pour l'Ukraine. Voilà, c'est terminé pour le point sur l'Ukraine. Si cette vidéo vous a plu, un petit pouce, un abonnement, un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé et éventuellement un petit don, lien dans la description. Cela m'aide à publier régulièrement. Merci à tous de votre soutien à Analyse du Monde, aussi appelé Réinformation sur le Monde sur YouTube. Et toujours, soyez curieux.